Déjà, je voulais à nouveau vous remercier, vous tous, d'être là malgré les conditions sanitaires. C'est que vous êtes vraiment des vrais amoureux de la littérature et c'est beau. Je pense que Caroline Lamarche a autant de chance de vous avoir que vous de l'avoir ce soir. Donc voilà, j'espère que vous profiterez à fond, sachant que Caroline a l'habitude, évidemment, d'être très généreuse lors de ce genre d'échange parce que vous aimez transmettre. Il se trouve que c'est quelque chose que vous faites depuis toujours. Vous avez été professeur vous-même, parce que là, on a beaucoup d'étudiants, enfin que des étudiants, il me semble. Vous avez été professeur de philologie, déjà? Non. Non, ben, ça commence bien. Non, j'ai été professeur de français, j'ai été professeur de religion pour compléter des horaires, j'ai été professeur de français en anglais au Nigeria pour des jeunes Igbo qui ne parlaient que le pidgin English, donc c'était des expériences assez variées. J'ai été secrétaire, ce qui m'a beaucoup servi parce que je tape très rapidement à la machine, plus vite que je n'écris, à la main, c'est pratique. Non, j'ai pas beaucoup enseigné, mais j'aime beaucoup transmettre et c'est une des raisons pour lesquelles j'anime avec tellement de joie cet atelier de lecture à Passaporta. Et je remercie Adrienne qui continue à me demander de l'assurer. Voilà. Avant justement de revenir sur votre parcours extraordinaire en tant qu'écrivain, que femme, qu'artiste, vraiment, je voudrais qu'on aille directement au cœur de l'œuvre qui nous occupe ce soir. Nous sommes à la lisière. On est vraiment à la lisière en plus là d'un point de vue strict, mais surtout on est à la lisière entre deux mondes avec ce recueil de nouvelles, de 9 nouvelles, entre les humains et les animaux. C'est un thème qui paraît assez banal comme ça, mais finalement en littérature il n'est pas si souvent traité que ça. Et c'est un thème qu'on a du mal à aborder de manière générale dans la diversité culturelle, parce que même dans les films, bien sûr, on a des classiques, on a l'ours, voilà, il y a énormément d'œuvres, mais finalement, arriver à toucher cette vérité-là entre les humains et les animaux, je trouve que là, on a vraiment la quintessence de ça. Je dirais que, de manière générale, vous avez une œuvre animaliste autant que humaniste, puisque ça fait très longtemps en fait que c'est un thème qui vous tient à cœur. Vous êtes un vrai défenseur de la cause animale depuis très longtemps, depuis toute jeune en fait. En fait, je ne suis pas vraiment défenseur de cause. Simplement, les animaux étaient absents de mon enfance, puisque je vivais en ville. Mais je les ai toujours considérés. Ils sont venus dans mes rêves comme des consolateurs, comme quand une douleur est muette, elle ne se dit pas c'est l'animal, il ne parle pas. Donc l'animal, pour une petite fille qui a été élevée loin des émotions et qui doit souvent se taire, c'est très important sur le plan symbolique. Maintenant, comment dire, mes passions passent dans mes livres et je crois que étonnamment, depuis le premier livre qui est Le Jour du chien, je peux dire qu'il y a pratiquement un animal dans chaque livre. Voilà, et c'est sans doute pas un hasard en effet. Voilà. Mais c'est sûr. En plus, chaque fois, ces fameux animaux n'apparaissent pas comme des animaux au sens où nous on l'entend en tant qu'humains. Ils apparaissent comme de réels personnages avec une action qui dépasse celle des humains, avec une conscience qui dépasse notre entendement. Comment se fait-il que ces totems en fait sont apparus dans votre écriture aussitôt et vous leur avez donné non pas une voix comme l'ont fait d'autres auteurs, mais vous leur avez donné un langage propre que certains humains peuvent comprendre, mais pas tous. Mais je pense que quand on écrit, on est très proche de l'enfance. Et les enfants, de toute façon, ils sont dans un rapport aux bêtes qui est tout à fait absolument naturel. Quand j'étais petite, j'étais dans une famille catholique et donc, soi-disant, il y a un ciel. Et moi, je ne voulais pas y croire puisque les animaux ne pouvaient pas y entrer, ça n'avait aucun sens. Et donc, voilà. Maintenant... je pense qu'il y a d'illustres prédécesseurs. J'ai mis comme exergue à mon livre une phrase de Pierre Gascard qui a écrit un livre intitulé Les bêtes. C'était dans les années 50-60. 56, ouais. 56. Il a une phrase très frappante qui dit « À tout instant, l'animal peut changer, nous sommes à la lisière ». Donc mon titre est vraiment emprunté à Pierre Gascard. Et c'est une phrase très mystérieuse. À tout instant, l'animal peut changer, ça veut dire qu'il est imprévisible, mais surtout qu'il réagit en fonction de l'humain qu'il a en face de lui.
Et moi, j'ai envie de dire, à chaque instant, l'homme peut changer, nous sommes à la lisière. Et aujourd'hui, on est vraiment à la lisière d'un monde qui est frappé par l'effondrement des espèces animales, des insectes, des oiseaux, des mammifères, et l'homme dans tout ça. Et donc, quelque part, nous sommes des veilleurs à la lisière. Maintenant, les plus grands écrivains ont écrit des textes admirables sur les animaux. Je pense à un texte de Tolstoï qui s'appelle, une nouvelle pas très longue, qui s'appelle simplement Le cheval. À l'époque où on maltraitait les animaux, ou quand ils ne pouvaient plus galoper, courir, gagner des prix, on les abattait tout simplement, ou on les maltraitait, ou on les mettait à l'œuvre pour toutes sortes de tâches très dures. Et donc, il n'y a pas que... Je veux dire, c'est une cause qui, aujourd'hui, apparaît évidente, mais si on voit l'histoire de la littérature, elle court à travers toute la littérature, en réalité. Déjà, Colette, enfin, il y a des masses de gens à citer. Même moi qui aime beaucoup la nouvelle et qui la défend, pour moi, une des plus grandes nouvellistes, c'est Flannery O'Connor. Et elle, dans ses nouvelles, mine de rien, ces nouvelles sont traversées par des bêtes, par des nuages, par des arbres. Et tous ces êtres ont une existence de personnage, en fait, très discrète. Je veux dire, ce n'est pas le motif principal, et je pense que dans mes livres, ce n'est jamais le motif principal non plus. Il se trouve que quand j'ai décidé de réunir des nouvelles, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de nouvelles avec des personnages animaux. Donc, je me suis dit, les éditeurs veulent toujours des recueils avec un fil rouge, un thème. Ça va être mon thème. Voilà. Un thème qui nous amène à réfléchir évidemment à une forme de réflexion sur nos ancêtres. Si on va encore plus loin que Colette, si on retourne vraiment à la source de ce qu'on aurait pu être, je pense que tous, dans notre inconscient collectif, on a cette réminiscence des légendes arthuriennes où on a un druide qui parle à un aigle comme il parlerait à son associé dans la forêt. On a ces images enfantines, parce que vous parliez tout à l'heure de l'enfance, de cette lisière entre le monde invisible, le monde magique, fantastique, et la réalité matérielle, tangible, qui fait notre quotidien d'être humain. Il y a aussi ces fameux contes africains où chaque fois le chef du village a une relation particulière avec un tigre, avec un singe. On a aussi l'Asie mystique où les animaux sont très présents près des temples. Il y a quelque chose de sacré. Le corbeau, par exemple, a toujours été le messager de la magie au sens large du terme. Et en fait, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on se retrouve avec des rats crevés au bord des égouts ? Pourquoi ces animaux totems sont devenus nos esclaves ? Parce que, vous l'avez dit, avec cette nouvelle de Tolstoï, un cheval qui est devenu vraiment l'outil de l'humain, quand on lit « Nous sommes à la lisière », on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous frappe, on se dit « On a raté un épisode, mais on a tout foutu en l'air, en fait. » Oui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a foutu en l'air les biotopes, on a rétréci les forêts, et donc... à ce moment-là, les animaux deviennent des vecteurs de maladies, on le voit avec le Covid, deviennent pour certains agressifs, on le voit avec les singes en Inde, tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'espace où vivre. Nous serions à leur place et il y a des humains à leur place. Nous devrions, enfin je veux dire qu'ils vivent aussi dans des conditions à la fois très difficiles d'habitation, et qui voient leur habitat se rétrécir. On deviendrait aussi, voilà, on se défendrait comme on peut, ou on disparaîtrait. Donc oui, je veux dire, on en parle tellement aujourd'hui que finalement, faut-il encore en parler ? Je crois qu'il faut raconter des histoires. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas écrit ce recueil avec un but, avec une mission, en me disant je vais dire aux gens faites attention aux animaux. Il faut savoir une chose, c'est que les éditeurs, et en particulier les éditeurs français ou de la francophonie, ne veulent pas des nouvelles. Mon premier livre, c'était Le jour du chien. C'était un roman par nouvelle. Ça parle d'un chien qui est déjà un personnage central, mais qui est un personnage central qui apparaît fugitivement. Et chacun des humains qu'il rencontre se définit par rapport à lui. Il est une sorte d'objet miroir, d'animal miroir. Et je dirais qu'à ce moment-là, ce roman par nouvelle, qui a eu le prix Rossel, qui a bien marché, eh bien, tout de suite, l'éditeur m'a dit, chez Minuit, ne faites plus de nouvelles, faites-nous des romans pour les prix. Et j'ai entendu ça chez Minuit, j'ai entendu ça chez Gallimard. Je ne pouvais pas donner des nouvelles. Donc, merci les revues, parce qu'il y a des revues qui m'ont commandé des nouvelles.
notamment d'ailleurs la NRF. Il y a plusieurs nouvelles qui sont dans ce livre, qui ont paru dans la revue de Gallimard. Et à ce moment-là, comme j'aime la forme brève, j'écris des nouvelles. Et c'est ces nouvelles accumulées pendant 20 ans, finalement. C'est un recueil peut-être qui a son rayonnement aussi parce que c'est des choses que j'ai gardées par devers moi, que j'ai pu relire, que j'ai pu retravailler. Et finalement, la surprise, c'est que c'est ça qui me convient et c'est ça qui marche et c'est ça qui touche les gens. Et qui nous touche, ça c'est sûr, et qui vous a touché certainement. Moi, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que vous avez rencontré ces fameux personnages animaux ? Par exemple, dans la première nouvelle qui s'appelle Froufrou, qui est une nouvelle adorable qui raconte le quotidien d'un bénévole dans un refuge pour oiseaux, se prend d'affection, et je pense que la canne aussi se prend d'affection pour ce personnage humain aussi. Froufrou, ça raconte l'histoire d'une relation presque filiale entre un homme et une canne. Cette canne va-t-elle réussir à s'envoler, à prendre son envol, à aller par-delà ce monde, par-delà la lisière aussi. Ces animaux, en fait, il n'y a pas que les humains qui doivent choisir entre deux mondes. Les animaux aussi doivent choisir à un moment donné. En tout cas, cette nouvelle-ci, la première, elle est très frappante parce qu'elle montre la ligne qui définit le territoire, en fait. Et je me suis dit, est-ce que Froufrou a existé dans votre quotidien ? Est-ce que vous l'avez rencontré, cette canne ? J'ai écrit la nouvelle pour me guérir du départ de Froufrou, évidemment. Ah, je me disais bien aussi. C'est une histoire d'amour. Hein. Mais oui, toutes ces nouvelles sont autobiographiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nouvelle est intéressante parce qu'on peut se déguiser. On a autant de masques qu'il y a de nouvelles. Ici, il y en a, je sais pas, il y en a 9, je crois. 9, oui, tout à fait. Si on écrit un roman autobiographique, il y en a des magnifiques. Mais quelque part, c'est par moments un peu plus gênant. On se dit, tiens, c'est une femme qui raconte, elle a vécu ça, ses amours tourmentés. On lit différemment quand on sait ça. Et c'est surtout des questions qu'on pose aux femmes plutôt qu'aux hommes. Avez-vous vraiment vécu ça, etc. Tandis qu'avec des nouvelles, on peut vraiment se déguiser, on peut prendre plusieurs masques. Et moi, je peux dire que dans chacune de ces nouvelles, je ne vais pas vous dire lesquelles, mais toutes ont un fond autobiographique. Le chat Tiche des deux jeunes sans-abri, bien sûr. Le bénévolat en refuge de revalidation pour oiseaux blessés, je l'ai fait pendant 1 an, tous les dimanches. Je veux dire, il y a des passions enfantines qui se transforment en engagement. Et voilà, j'avais l'occasion de le faire simplement parce qu'un jour, j'ai apporté un oiseau blessé dans ce centre. C'était un dimanche. Le seul responsable était débordé. Et j'ai dit, est-ce que je peux vous aider ? Et je l'ai aidé ce dimanche-là. Je suis revenue tous les dimanches. Et là, j'ai observé beaucoup de choses. Et j'ai surtout constaté que les animaux, les insectivores, les oiseaux à bec fin, les insectivores disparaissaient. On avait de plus en plus de gros pigeons gras et plein de maladies. Et on avait C'est écrit dans la nouvelle qu'il y a de plus en plus de pigeons gras. Et qu'on avait de moins en moins de fouvettes, de citelles, etc. Donc, c'est évident que c'est un sujet que je connais très très bien, comme militante, mais aussi comme amoureuse des oiseaux. Un ciel sans hirondelles, c'est un ciel vide. Voilà. Alors on peut dire les dinosaures ont disparu, mais là, la disparition, elle va très très vite, je trouve, pour le moment. Et voilà. Mais ce que je trouve magnifique en tout cas, c'est que même si les nouvelles sont autobiographiques, je l'apprends en même temps que vous, je ne le savais pas du tout, je trouve ça agréable dans la lecture de ce recueil de ne pas forcément s'identifier à tout le monde et de pouvoir contempler aussi que les autres peuvent avoir des relations complètement différentes des nôtres avec ces fameux animaux. Parfois, il n'y a pas de relation. Parfois, c'est juste l'animal arrive. Il passe. C'est une vision, c'est un messager, c'est un totem presque, mais il ne s'allie pas forcément à l'humain, il est symbole souvent. Je pense au merle, je pense à la nouvelle Merlin qui met en scène en fait un merle ou pas. En tout cas, le personnage pense que c'est un merle qui est en train de se débattre dans des branches et en fait ça va amener toute une considération sur le quotidien de cette femme-là. Elle se demande évidemment si elle est comme le merle qui se débat dans les branches de la vie. Il y a toute une considération
propre à soi. Et je crois que c'est bien qu'il y ait des femmes, des hommes, des enfants en fait dans ce recueil de nouvelles-ci. Ça pourrait être un voisin et quelque part, c'est pas grave du tout qu'on s'identifie pas. C'est ça aussi, je crois, l'indépendance de la littérature. Il ne faut pas trop parler justement qui est la voisine, à qui appartient le robot tondeuse. Non, il ne faut pas No spoil, promis. Voilà. Mais ce sont aussi des nouvelles assez dures pour certaines quand même. Oui, il y en a qui sont plus violentes que d'autres. Oui, parce que voilà, c'est pas une vie facile, ni pour eux, ni pour nous, et que souvent on se demande un peu qui aide l'autre, si c'est l'humain qui aide l'animal, qui le recueille, qui le relâche, ou bien si c'est l'humain qui est aidé par l'animal. Et que l'animal arrive comme un messager, comme un petit génie à un moment de sa vie où précisément cette personne-là en a besoin. Moi, je ne tire pas de conclusion, j'observe simplement. Voilà. En fait, je pense que ce recueil est là aussi pour simplement dire, voilà, ces relations-là, ces considérations-là dépassent le langage humain. Ça passe par des visions, des messages, des rêves. Et c'est cette relation-là un peu magique qu'on peut éventuellement avoir avec les animaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire, en fait, finalement? Et vous, en tant qu'auteur, est-ce que vous avez l'impression de participer à cette mouvance, de dire il faudrait qu'on répare un petit peu nos bêtises aussi? Est-ce que ce livre aussi, vous l'avez dit, c'est pas une mission militante, c'est sûr, mais ça place quand même un pion. Oui, enfin, à la foire du livre, j'ai refusé de participer à un débat militant parce que je suis une raconteuse d'histoire. Après, les gens, ils voient ce qu'ils veulent, mais je ne suis pas là. Je veux dire, je le fais par ailleurs. Et c'est ça, au fond, qui est beau pour moi dans ce prix. C'est que le jour où j'ai appris que j'avais ce Goncourt de la Nouvelle, le soir, Le Monde, La Libre titrait sur l'effondrement des espèces animales. J'ai acheté les journaux, je les ai lus dans le Thalys, je suis arrivée au Goncourt et j'ai dit voilà, depuis 30 ans, personne ne le sait, mais je milite dans des associations pour l'environnement. On a arrêté un projet d'autoroute dans la région de Liège. On se bat, voilà. Mais personne ne le sait. Tout à coup, par cette annonce dans la presse que nous allons devant quelque chose de très grave pour le monde animal, c'est un véritable effondrement des espèces. Et moi, pour un recueil sur les animaux qui a pratiquement l'âge de mon militantisme, qui a 20, 25 ans, la première nouvelle, elle a 25 ans, tout à coup, les deux faces de ma vie, celle de la citoyenne et celle de l'écrivain, de l'artiste, se rejoignent en ce jour magnifique où j'ai ce prix. Et pour moi, ça a été quelque chose de très très beau parce que j'avais l'habitude de cloisonner et quelque part ça m'arrangeait bien. J'aime bien être une citoyenne qui, comme vous, comme beaucoup de gens, se battent, militent, mais il ne faut pas tout mélanger. Ma vie artistique, c'est aussi un engagement, mais c'est un engagement sur la page, sur la moindre virgule. Et donc, tout à coup, ce prix réunissait les deux faces de ma personne et de mon engagement. Et donc ça m'a profondément touchée. Et je me dis que ces bestioles m'ont porté chance. En tout cas, la lecture de ce recueil, c'est une forme de pause aussi parce qu'on sort de ces gros titres qui nous affolent, qui nous culpabilisent aussi parce qu'on en est là, parce qu'on sait que c'est de notre faute aussi. Mais je crois que c'est aussi un vrai moment d'art, tout simplement, de poésie, de littérature. Et on aime imaginer à la fin de se dire comment ces animaux se sont manifestés à vous en littérature, au quotidien. Est-ce que vous avez été comme Cendrillon, accompagné par les petits oiseaux, là, dès le matin, avec votre stylo enfin, la machine, plutôt? Est-ce qu'ils sont présents dans votre vie au quotidien, ces animaux-là? Bien sûr, mais ils sont de plus en plus absents. Je ne sais pas si vous... On a eu le confinement, là, on a entendu très très bien les oiseaux. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais quand même, chaque année, il y a moins d'hirondelles, le ciel est de plus en plus vide. Donc, moi, c'est une présence physique, c'est-à-dire que c'est impalpable, c'est subliminal, mais je le sens. Quelque part, je respire autrement, je vis autrement quand je sens
que les oiseaux se raréfient, que je les entends moins. C'est comme une extension de mon corps en réalité. J'ai ça depuis l'enfance, donc c'est pas quelque chose qui est venu avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Je vivais dans l'innocence, je le dis dans une des nouvelles. C'est quelque part nous avons perdu l'innocence, c'est-à-dire que ce monde animal que j'expérimentais, ce rapport à la nature, aux animaux que je vivais à la campagne pendant les grandes vacances quand j'allais chez ma grand-mère, je veux dire, c'était une extension de moi-même, c'était tout à fait naturel, c'était heureux. Et puis aujourd'hui, on est sorti de l'innocence. On dit, il y a une discussion avec un garde dans le livre qui dit nous avons perdu notre innocence, nous savons que tout ça est menacé. Donc ça prend encore plus d'importance. On est quelque part, on est avec eux, on voit qu'ils se battent pour survivre, et c'est ce qui m'a frappé dans ce refuge pour pour oiseaux blessés, c'est que les oiseaux, soit ils sont blessés parce qu'ils sont assaillis par les pesticides, donc ils ont des dégâts neurologiques, soit ils ont pris par des chats parce qu'il y a beaucoup trop de chats, soit ils sont pris par des voitures parce qu'il y a trop de voitures, etc. etc. Mais on voit la pression d'un environnement qui se dégrade dans un endroit de bénévolat qui est un endroit de soins aux animaux. On voit vraiment, à l'intérieur même, on sent que les choses deviennent plus difficile pour eux. Et on admire quelque part leur courage. Moi, j'ai vraiment admiré le courage des oiseaux, et je pense que c'est quelque chose dont Vinciane Després parle aussi dans son livre sur les oiseaux, et dont elle parle très bien d'ailleurs. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'occupent de ça, mais chez moi, je dirais que c'est depuis toujours. Voilà. Et alors, je dirais aussi une chose par rapport à la littérature, c'est qu'aujourd'hui, dans la littérature jeunesse, la littérature pour les ados, les animaux sont présentés comme des êtres bienfaisants, et souvent ça se passe gentiment. Nous, dans notre enfance, on lisait Cro-Blanc, on lisait Michael, chien de cirque. C'était l'époque où on maltraitait les animaux de cirque, c'était l'époque où on maltraitait les animaux, on maltraitait les chiens de traîneau, et nous avons vécu une littérature extrêmement violente, mais qui ne nous paraissait pas violente quelque part, parce qu'à l'époque, il y avait des signes de maltraitance des bêtes. Et donc, heureusement que ça change. Mais nous avons été élevés à l'école d'une littérature jeunesse qui était par moments beaucoup plus violente que celle d'aujourd'hui. Oui, Jack London, c'est pas oui, c'est sûr. C'est pas oui, non, ça c'est sûr. Et je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être par rapport déjà à tout ce premier pan qu'on vient d'aborder, par rapport au recueil. Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas, hein, parce qu'on peut aller dans... Ou des remarques, tout simplement, sans que ce soit une question. Si vous vous ennuyez, il faut le dire aussi. On peut parler d'autre chose. Je ne sais pas si les étudiants qui nous suivent sur Facebook peut-être ont des remarques ou des questions pour Caroline. Non. Sinon, c'est pas grave. Hein. On peut faire ça plus tard sans problème. Très bien. Mais je voudrais qu'on en parle aussi de ce fameux prix, parce que vous le disiez tout à l'heure que ça avait été le prix Goncourt de la Nouvelle, ça avait été un moyen de recoller deux faces de votre âme, de vous en tant que quantité, tout simplement. Comment se fait-il qu'une femme avec une carrière telle que la vôtre, où vous avez commencé à écrire il y a plusieurs décennies, comment se fait-il que c'est seulement aujourd'hui que vous ayez ressenti cet état de grâce, un petit peu cette reconnaissance? Non, c'est venu déjà avec, je dirais, le prix Russell. Oui. Comment dire, dans la littérature, il faut durer. On n'est pas tous des Amélie Nothomb ou des David Fuenquinos qui, dès les premiers livres, font un tabac et continuent à être encensés par la critique année après année. Donc, je veux dire, il y a là quelque chose de lent, il y a quelque chose d'exigeant. Moi, j'ai toujours obtenu ce qu'il me fallait pour continuer, simplement. Le malentendu, et c'est un vrai malentendu, c'est que je suis quelqu'un de la forme brève. C'est d'ailleurs pour ça que je réponds à tant de commandes pour des chroniques, pour des préfaces, pour toutes sortes de textes. Parfois, j'écris pour des artistes et je dis d'accord, mais ce sera seulement 2 pages. Et c'est ça le vrai malentendu, c'est qu'au fond, je suis quelqu'un qui aurait dû évoluer dans le monde anglo-saxon, où la nouvelle est vraiment Alice Munro et prix Nobel avec des nouvelles.
Ça n'arrivera jamais avec un auteur français. Jamais, je peux vous l'assurer. Et donc ça, c'est vraiment une souffrance pour les auteurs de la forme brève, parce que quelque part, c'est peut-être le sommet de l'art de faire les choses à ce point isolé, à ce point bref, de raconter une histoire en quelques pages. Et de toute façon, c'est comme les sportifs. Je veux dire, si on est champion du 100 mètres, on n'est pas marathonien. C'est des disciplines différentes. Et quelque part, dans le domaine français, on veut tous les grands prix vont au roman, et quelque part, c'est ce que les éditeurs veulent et demandent et exigent. Et donc, pour moi, ça a été quand même vraiment une souffrance. Parfois, on me disait, oui, votre livre, il est magnifique, mais vous ne pouvez pas faire le double de page. Je disais non, sur le thème de viol, je ne peux pas. Désolée, ça va. Par exemple, c'est à propos d'un de mes livres. Ou un récit érotique, un beau récit érotique, et c'est souvent très très court. Hein. C'est très beau, c'est fulgurant. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alina Reyes, Le Boucher. C'était une merveille, une révélation. On l'a un peu perdu de vue. Bon, alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut gagner sa vie. Et quand on vend pas tellement de livres, et sachant que si un livre coûte 16 €, l'auteur y touche 1,06 €, que sur le folio qui va sortir pour ce livre en janvier, et qui va peut-être coûter, je ne sais pas moi, 7-8 €, je vais toucher 35 cents par exemplaire. C'est ça la vie des écrivains. Et donc, il faut faire autre chose. Et donc très vite, je me suis mise comme indépendante. D'abord, j'ai commencé à publier à 41 ans. C'est souvent le cas chez les femmes qui ont une famille. Pourquoi ? Je me souviens très bien de Rosetta Loy qui était venue parler chez Tropisme quand j'ai commencé à écrire. Et le journaliste lui avait dit « Mais pourquoi avez-vous publié votre premier livre à 43 ans ?» Et elle a dit « J'ai élevé 4 enfants ». C'est presque naïf comme question, voilà. En fait, encore aujourd'hui en 2020, oui. les passions des femmes sont relayées au second plan. C'est après, une fois que les bébés seront finis d'allaiter, oui. etc., sur le chemin de la grande école. De la vie, oui, avec tous les imprévus de santé, d'accidents, etc. Et donc, ça veut dire qu'en commençant assez tard, il ne fallait pas forcément aller vite, mais il fallait gagner sa vie. Et donc, j'ai pris un statut d'indépendant et j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et ça a été passionnant parce que j'ai aussi bien écrit pour des revues d'architecture, pour des hôpitaux, pour des artistes, sur tous les terrains. J'ai fait un peu du tout-terrain. Et finalement, ça a assoupli mon outil. Ça m'a donné confiance en moi puisque les gens venaient me chercher pour me demander ceci ou cela. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je peux dire que je ne suis pas un auteur de best-seller. Je suis sûre qu'il y a plein de gens parmi vous qui ne me connaissent pas vraiment. Mais ce n'est pas très grave parce que j'ai une vie passionnante. Je rencontre des gens passionnants. J'ai eu l'occasion de donner des leçons de littérature dans la banlieue parisienne, dans des collèges professionnels et techniques. C'était formidable. C'est formidable. J'ai parlé surtout de la question du genre. Pourquoi on oublie un peu les femmes en littérature, surtout par le passé. Et j'ai parlé des grandes écrivaines qui m'avaient inspirée et formée. Et ça les a vraiment intéressées. Donc, notre vie est passionnante, mais il faut quand même gagner sa vie. Il faut manger. Il faut mettre du beurre dans les épinards. Oui, même pas. Il faut manger, il faut payer son loyer. Et je connais personne qui puisse écrire si il a l'angoisse de ne pas pouvoir payer son loyer. C'est pas possible. D'ailleurs, je pense que dans l'Assemblée, que vous soyez en classe romane ou non, vous faites partie peut-être des gens qui rêvent de devenir écrivain, comme Caroline Lamarche. Ah non, moi je ne rêvais pas du tout de devenir écrivain. Non, mais vous êtes écrivain par contre. Peut-être que vous ne rêviez pas, mais eux en rêvent peut-être. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que vous participerez à la promotion de la littérature de manière générale en francophonie ou ailleurs. Peut-être que vous serez traducteur, peut-être que vous serez auteur, peut-être que vous serez chroniqueur. Bref, en tout cas, je trouve ça très beau que vous puissiez expliquer le cheminement et dire la vérité. C'est un parcours du combattant, encore plus quand on est une femme. C'est un parcours du temps. Aujourd'hui, les femmes, ça va, mais je veux dire, c'est un parcours. Il y a un petit boulot quand même. Hein. C'est un petit boulot. Il y a un livre un livre important qui est un essai qui vient de paraître chez Gallimard directement en folio, justement pour qu'il soit lu largement, et je vous le recommande. Alors, j'ai pas le titre exact, mais c'est la littérature. C'est l'histoire de la littérature faite par les femmes. Ça commence avec Christine de Pisan et ça a 1600 pages. Et c'est vraiment passionnant. C'est fait par des professeurs d'université, des femmes françaises ou américaines. Et sur ces 1600 pages, il y a 40 pages qui sont consacrées à la francophonie.
et c'est fait par une Américaine, et qui dit aujourd'hui, les femmes montent en puissance dans le terrain de la littérature, sur la scène littéraire, mais il y a une catégorie qui reste oubliée, c'est la francophonie. Et ces 40 pages-là disent bien que la francophonie ne prend que 40 pages sur les 1600 pages, mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que quelque part, cet oubli-là pénalise peut-être des auteurs qui ne sont pas à Paris, qui sont publiés à Paris mais qui ne vivent pas à Paris, des auteurs de l'Afrique francophone. Et donc le Canada a fait son chemin de son côté, la Suisse quand même aussi. Nous sommes très proches de Paris et c'est une chance. C'est vraiment un aller-retour pour moi qui a toujours été magnifique. J'ai passé mon bac d'ailleurs en région parisienne. Toute mon enfance est française finalement et belge pendant l'été. Donc c'est un passage de frontières que j'ai toujours trouvé passionnant, comme tous les passages de frontières, puisque j'ai aussi passé des frontières et réciproquement vers la Flandre, puisque il y a une dizaine d'années de ça, on se côtoyait plus qu'aujourd'hui. C'est peut-être une histoire de politique, mais en tout cas, voilà, David Van Riebeeck, Stefan Hertmann, c'est des gens qu'on a côtoyés, on a lu leurs livres, et je m'intéresse beaucoup aussi à la littérature flamande. Leonard Nolens, immense poète, Hugo Claus, et voilà, toutes sortes de livres que j'ai connus par mes amis flamands. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un prix, je circule un peu, hein, je vagabonde, hein, je pense qu'on on est toutes les deux comme ça, mais je veux dire qu'un prix, ça amène aussi des traductions. Et on a la chance d'avoir ici ma traductrice vers le néerlandais, qui est Kathleen de Vuist, et qui m'a traduit de manière magnifique pour les éditions Vleugels. Le livre est sorti la veille du confinement, donc la promotion a été quand même, on a souffert. Et il a été traduit en espagnol aussi, par Raquel Vicedo, et en Espagne par une jeune maison d'édition qui est tenue par des femmes, qui ne publie que des livres de femmes et qui a fait un travail extraordinaire sur un premier titre qui était La mémoire de l'air. Et donc ça, c'est un prix, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être la chance de passer des frontières, d'être lu dans d'autres langues. Et personnellement, et Adrienne le sait, je lis beaucoup la littérature traduite, la littérature étrangère, et je constate, pour en revenir à la nouvelle, que maintenant j'ai des raisons de défendre, puisque j'ai eu le Goncourt de la nouvelle, qu'en Europe centrale, qu'au Japon, que dans le monde anglo-saxon, que dans le monde latino-américain, la nouvelle se porte très bien, est défendue. Et moi, j'aimerais bien que ça revienne ici, chez nous. Voilà. Merci Caroline. C'est une belle conclusion. En tout cas, le fait d'être belge, de recevoir un prix français, et qui plus est, un prix pour une œuvre qui vous plaît le plus, puisque vous le dites vous-même, vous êtes une plume du récit bref, c'est une fierté quand même. Oui, mais ce n'est pas le fait d'être belge publié. On est dans la langue française et j'ai la chance d'être publié chez Gallimard. De représenter l'alliance franco-belge. Je dirais même que, par exemple, pour le théâtre et pour la radio, c'est la France qui est venue me chercher. C'est France Culture, c'est Anne-Laure Liégeois avec son théâtre à Montluçon. C'est ça qui est beau, c'est que quand la France aime un écrivain, elle vient le chercher. Et je me souviendrai toujours de cet appel de France Culture où un conseiller me dit « On voudrait que vous écriviez des pièces radiophoniques pour adultes et pour enfants. » Et j'étais terrifiée, je dis « Non. » Il me dit « Comment non ?» De l'air de dire « On ne refuse pas France Culture. » Je dis « Parce que j'ai jamais fait ça. » Et ça, c'est peut-être notre caractère à nous ici, c'est qu'on n'a pas beaucoup de confiance en nous. Et ils m'ont dit, on sera à vos côtés. C'est formidable. C'est beau. On sera à vos côtés. Et finalement, c'est comme les psys quand ils disent, vous avez mon numéro de téléphone, si ça ne va pas, téléphonez-moi, on ne téléphone jamais. Et on travaille et on se sent encadré. Ça, c'est magnifique. Je parle de France Culture parce que ça a été vraiment le cas. Et que c'est finalement assez rare. Il faut de l'argent pour ça, il faut des budgets. Et je pense que la France, c'est un grand pays en cela on met les moyens
On met les moyens pour attirer des écrivains dans les écoles, pour donner des leçons de littérature, pour le faire écrire des pièces radiophoniques. Et pourvu que ça continue, parce que ça c'est vraiment important. Moi j'ai beaucoup appris. Donc être sur 2 territoires, c'est idéal. Nous sommes à la lisière, donc 9 nouvelles pour 9 vies, hein, un peu comme un chat. J'invente, hein, j'improvise. C'est pas 7, non? C'est 9 vies. C'est 9 vies pour un chat. Hein, oui, c'est 9 vies. Ouais. Heureusement que Tish ne vous écoute pas. Tish, donc, est un des personnages d'une nouvelle très, très frappante aussi. J'espère que vous aurez l'occasion de le lire, puisque en tout cas, nous sommes réellement à la lisière de quelque chose, que ce soit en littérature, en militantisme environnemental, animaliste si on peut dire, mais surtout à la lisière de belles alliances francophones. Et je crois que c'est pour ça aussi que tout le monde est là ce soir, pour célébrer la littérature, le prix qui va avec, la reconnaissance et le partage surtout. Donc merci beaucoup Caroline Lamarche. Et on parle peut-être des sélections du Goncourt, parce que moi, je vous envie, parce que franchement, je trouve que la sélection cette année, elle est magnifique. Alors, je ne les ai pas lues, mais pas encore. Voilà, enfin, j'ai un peu été voir. Il y en a un que j'ai acheté, je ne vous dirai pas lequel, parce que c'est celui que j'avais le plus envie de lire en priorité. Et comme je l'ai dit, je suis dans les préparations de lecture pour les ateliers, mais je suis aussi dans un jury de l'Académie pour la littérature belge, donc je lis beaucoup de livres qui sortent en Belgique, et il y en a beaucoup qui sortent. Ça veut dire que je suis toujours en retard pour les prix littéraires français. En général, on est 1 an après. Voilà, c'est pas très grave, mais je trouve que cette année, j'ai regardé ce qu'il y avait, mais c'est formidable. D'abord, il y a tous les âges. Le plus âgé a 72 ans, 72 ans. Le plus jeune, il a 34 ans. C'est formidable. Et puis, il y a vraiment... voilà. J'ai envie de les lire tous. C'est rare. Oui, je trouve que c'est une très, très belle sélection. Qui a l'air très vigoureuse, très personnelle, très engagée sur différents terrains. Et donc voilà. Après, nous avions aussi évoqué un peu le sujet. Qu'est-ce que c'est de faire partie d'un jury littéraire? C'est pas facile. Quand vous avez combien de livres? Vous en avez 8 à lire. Avant quelle date? 15 voilà. Décembre, c'est ça? Voilà. C'est short. Et voilà, moi j'ai été dans des jurys. En général, on a beaucoup plus de livres à lire dans des délais aussi brefs. Et donc, moi j'avais envie de dire, je ne sais pas si vous avez lu le très beau livre de Daniel Pennac, comme un roman, c'est ça? Oui, où il disait que quand un livre vous tombait des mains, il fallait le laisser vous tomber des mains et puis passer à autre chose. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut plonger vraiment dans le livre avec engagement, mais on sent tout de suite des affinités. Et c'est ce qui est beau dans un jury, c'est que chacun a des affinités différentes avec des livres différents. Et donc, il faut faire confiance au jury. Je veux dire, à partir du moment où on est plusieurs, il y a forcément des choses que moi, je vais oublier ou que je vais un petit peu négliger parce que je suis fatiguée et que ce genre de livre, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais je sais que j'ai des collègues qui, eux, vont flasher sur celui-là précisément. Et qu'au moment de la discussion, je me dirai « Ah oui, je vais y revenir, je vais le relire, etc. » Et donc, le travail du groupe et les interactions entre les membres du jury sont très importantes et accélèrent à la fois le travail, mais le rendent plus profond aussi. Et donc, voilà, moi, je voulais vous dire que c'était un très, très beau travail. Et je suis contente pour vous et je suis curieuse de votre choix, justement. C'est une grande aventure qui vous attend, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions à poser à Caroline Lamarche tant qu'elle est là, tant qu'on a l'occasion d'être ensemble ce soir? Je pense qu'il faut y aller. Elisabeth. J'ai une question. Vous disiez que la deuxième sélection du Goncourt, vous la trouviez enthousiasmante, mais on peut quand même constater qu'il y a seulement 2 femmes sur 8 romans. Et je me demandais, en fait, si le thème de votre recueil, qui parle aussi d'une histoire de domination entre l'animalité et l'humanité,
est-ce que c'est un thème qui est plus volontiers peut-être traité par une femme et par une femme écrivain J'ai beaucoup de mal avec ces questions-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a... D'abord, je ne sais pas pourquoi il n'y a que 2 femmes. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui écrivent. Et s'il y a non, je ne sais pas. C'est important qu'il y ait des femmes dans des jurys. Moi, je vois dans des maisons d'édition, quand les comités de lecture sont majoritairement ou de manière écrasante masculins, moi, j'ai quand même un petit problème, parce qu'il y avait vraiment des problématiques qui touchent les femmes particulièrement et qui peuvent être exprimées notamment sur la violence, l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, bah oui, les questions de genre et les questions de racisme, bah, c'est l'abus de pouvoir, puisque l'abus de pouvoir, si le pouvoir appartient à l'homme blanc, bah forcément, voilà, c'est toujours de l'abus de pouvoir. Il y a aussi de l'abus de pouvoir sur les animaux. Mais j'ai du mal, moi je suis une raconteuse d'histoire, j'ai du mal à dire... je ne suis pas le jury, je ne vais pas dire c'est honteux, il n'y a que 2 femmes. Je pense qu'ils ont vraiment pris les livres qu'ils pensaient les plus intéressants et qu'au départ, dans la sélection de départ, il y avait une espèce de parité. C'est comme ça. Peut-être une autre année... voilà, peut-être aussi à des conditions de travail. Je le disais tout à l'heure, moi j'ai toujours travaillé de manière morcelée pour des raisons de disponibilité donnée à mes proches, à mes parents, à mes enfants, à mes petits-enfants maintenant. Et c'est toujours une priorité qu'une femme à ma génération a mise à l'avant. Ce n'était pas le cas de mes collègues. Mes collègues avaient toujours une épouse ou parfois une amante ou des femmes qui veillaient sur eux. C'était très net. Ça change peut-être aujourd'hui, mais en tout cas, c'était très net. Et donc ça explique aussi quelque part qu'il y ait moins de femmes, parce qu'on travaille vraiment par petits morceaux. Et pour moi, ça a été vraiment une souffrance. C'est que quelque part, je ne pouvais pas m'isoler pendant 1 mois, je n'y arrivais pas. Et quand j'ai demandé des bourses d'écriture, par exemple à la Villa Yourcenar, où j'ai terminé ce recueil, pour le sauver, parce que j'y arrivais pas, il me fallait... Et j'ai constaté qu'on pouvait demander 1 mois ou 2, et que les femmes ne demandaient jamais qu'1 mois, et les hommes demandaient tous 2 mois, parce qu'ils avaient quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants pendant ce temps. De la logistique en coulisses. C'est de la logistique qui explique que les femmes ont parfois des parcours plus heurtés. Et ça, il faut en parler, je pense qu'il faut en parler. Mais au sein de la rentrée littéraire de septembre, il y a un roman qui s'appelle Rosa Dolorosa, qui est paru aux éditions de La Martinière. Enfin bref, c'est un travail qui résulte, qui est le fruit. C'est un travail qui a duré 10 ans, excusez-moi. Et en fait, elle a presque 40 ans, l'auteur, et elle dit que ça a été le parcours du combattant, en fait. Pas pour ces raisons-là, parce que impossible de s'absenter plus d'une semaine, ou il faut écrire entre une machine à laver, entre un enfant à dormir, etc. Et qu'il faut aussi vivre à côté, il faut manger, payer le crédit, et donc ça nécessite forcément des travaux alimentaires sur le côté, comme vous avez pu le faire. Vous avez travaillé avec beaucoup de commandes. La chose magnifique, c'est qu'on est souvent venu à vous pour vous demander. Ah oui, j'ai jamais. Je suis quelqu'un je suis incapable d'aller chercher le travail. J'ai pas assez de confiance en moi. Et donc très vite après le prix Russell, il y a un artiste qui est venu me trouver en disant je voudrais que vous écriviez pour moi. Et donc finalement, le message ici, c'est pas de vous décourager d'écrire. Si jamais vous voulez devenir auteur, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Non, pas auteur, c'est la galère. Moi, je dirais plutôt d'être conscient que ça risque d'être difficile et qu'il faut quand même continuer, parce que parfois ça donne de grandes œuvres. On a l'exemple ce soir. C'est-à-dire que moi, ce que je peux dire en voyant le palmarès ici, en me disant qu'Irène Frein, elle est née en 1950, que le plus âgé de la sélection a 72 ans, il n'y a pas d'âge pour la littérature. Et personnellement, ce Goncourt de la Nouvelle, ça a été un second souffle pour moi. La société est tellement orientée vers la beauté, la jeunesse et l'image, que maintenant, même nous, les écrivains, nous devons être sur les réseaux sociaux.
Quel enfer. C'est l'enfer, oui. Moi, j'y suis pas, d'ailleurs. Mais je veux dire, oui. Et en fait, il y a vraiment pas d'âge. Vous pouvez avoir un très jeune prix Nobel comme Olga Tokarczuk, qui a été, je pense, très bien accueillie à Bruxelles. Très tôt, Bruxelles a senti le génie de cet écrivain-là. Et vous pouvez avoir aussi un prix Nobel qui est très âgé. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas d'âge. Il y a juste parfois des éditeurs qui disent est-ce qu'elle est jolie, est-ce qu'elle va bien passer dans les médias, elle a quel âge? Oui, ces questions-là, ça on entend tout le temps. Elles existaient il y a 100 ans, elles existent encore aujourd'hui. Elles existent encore aujourd'hui, voilà. C'est sûr. Mais bon, c'est pas grave, on a aussi des gens qui nous soutiennent parce qu'ils aiment ce qu'on écrit. Ça s'entend en général dans les remerciements à la fin des grands romans ou des grands recueils de nouvelles. En général, ils remercient leur éditeur. Je crois que c'est pas un hasard non plus. C'est qu'il y a quand même des gens bienveillants dans l'industrie du livre, n'est-ce pas? Oui, bah c'est une habitude surtout anglo-saxonne de remercier. En France, chez nous, en francophonie, on ne remercie pas beaucoup. Parce que aussi, je crois que dans le monde anglo-saxon, tous les écrivains ont un agent qui vraiment les suit, qui les encourage. Je pense peut-être aussi en Flandre, d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que certains écrivains, leur éditeur leur téléphone tous les 3 mois en disant « tu en es où ?» Non? Peut-être Kathleen? C'est beaucoup dans la littérature et le cinéma, ça. Non, tu crois pas? D'accord. Non, alors c'est seulement les très connus que je connais qui m'ont dit ça. Parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent à l'éditeur. J'aimerais bien juste parler de la citation qui va avec la nouvelle qui s'appelle Merlin. Jusqu'à ce qu'il étende le cercle de sa compassion à toutes les créatures vivantes, l'homme lui-même ne trouvera pas la paix. C'est Marguerite Yourcenar qui a écrit ça. Alors sur Wikipédia, c'est marqué Marguerite Yourcenar, mais Kathleen m'a fait remarquer que c'était peut-être pas elle. Ah. Du coup, on l'a retirée de la traduction. C'est piégeant quand même. Mais c'est magnifique, mais c'est important, c'est pas grave. Marguerite Yourcenar était totalement pionnière dans la défense de la cause animale. Elle s'est insurgée contre l'élevage des animaux en batterie ou dans des espaces très petits. Elle a été vraiment une des premières, hein, et avec beaucoup de courage. Et quand elle décrit ce qui se passe dans les abattoirs, il faut être capable de le faire. Il faut aller y voir. Et elle l'a fait. Et donc, on parle peut-être trop peu de ce pan-là, de son engagement, mais elle a été très militante, vraiment. Donc je trouvais bien, d'autant plus que ce recueil, j'ai eu une résidence à la Villa Yourcenar. Je l'ai terminé aussi. Oui. Et cette citation ouvre la nouvelle qui se passe, qui est inspirée par mon séjour à la Villa Yourcenar, où j'ai rencontré précisément un garde forestier exceptionnel. Voilà. Qui m'a appris beaucoup de choses et qui venait réparer, entre autres, quand l'alarme de la Villa déconnait, il venait la réparer aussi, comme dans la nouvelle. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques, peut-être? Ah, quelqu'un arrive. Alors bonsoir, je m'appelle Anissa, je suis étudiante à Odyssée, donc dans l'école supérieure néerlandophone. J'avais une question. Pour rebondir sur ce que vous disiez, vous dites que vous n'avez pas confiance en vous. Cependant, quand on écrit des livres, je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi, étant donné que quand on écrivons un livre, on l'écrit, on le fait lire au lecteur et ensuite on fait des interviews comme vous faites maintenant. Je vous trouve très à l'aise. Et... Moi aussi, je la trouve très à l'aise, donc, je suis assez d'accord. C'est un peu paradoxal. Mais c'est parce que, je veux dire, quand j'ai commencé, je ne voulais pas écrire parce que j'avais aucune confiance en moi et surtout la littérature était une trop grande chose. J'ai fait les romans, mais ça n'aide pas du tout, hein, évidemment. Ça n'aide pas à plusieurs égards, c'est-à-dire que d'une part ça n'aide pas parce qu'évidemment on voit des auteurs, on est abreuvé d'auteurs illustres. À ma génération on n'avait que des profs masculins, donc tout ça était fort intimidant. Mais surtout, en 4 ans de romans, on ne m'a pas demandé d'écrire un seul texte, pas un seul. Tandis que quand j'étais en France, j'avais des rédactions à l'école tous les 15 jours et des exposés tous les 15 jours, ça alternait. Donc, non,
Donc, je voulais pas écrire, je n'avais pas confiance en moi. Et quelque part, le premier texte qui est venu, il était nécessaire. Cette course du chien, c'était une course désespérée. Si ce livre n'avait pas été publié, je pense qu'il serait passé quelque chose d'assez grave dans ma vie. Et j'allais vraiment pas bien du tout. Donc, ça a été une espèce de porte d'entrée et de sortie. Mais je me rappelle de mon premier interview radio, j'étais terrifiée. Mais il faut se dire que les gens se dérangent pour vous donner un micro. Hein, et que surtout, quand on parle à la radio, il y a des auditeurs de l'autre côté. Moi, j'ai toujours pensé aux gens qui, comme vous, au lieu de regarder une série à la télé, vous venez ici, vous allez lire des livres, vous allez faire partie d'un jury. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Et pour moi, c'est déjà un miracle, je veux dire. Je suis toujours consciente de ça quand je suis invitée dans une librairie. Ces gens qui sont là, je ne suis pas une star de la littérature, et ils sont là pour moi, ils sont là pour mon livre. Moyennant quoi, il faut qu'on donne quelque chose, il faut qu'on soit généreux. Et moi, j'ai la chance d'avoir chez Gallimard Guy Goffet, qui est mon éditeur, qui est un grand poète belge. C'est un homme généreux. Quand il parle en public, il donne énormément à son public. Et je trouve ça normal. C'est une réflexion qu'on m'a parfois faite quand je parlais dans les librairies. Vous n'êtes pas comme les autres écrivains. Et je disais, comment je ne suis pas comme les autres écrivains? Et on me disait, ben non, vous êtes normal. Et je crois que c'est la traduction de accessible et généreux. Non, c'est juste que je me mettrais en grand danger si je prenais une position de surplomb. Je ne peux pas la prendre. Je ne peux pas la prendre avec la vie que j'ai eue. Je ne veux pas la prendre. Je n'y arrive pas. Et donc, du coup, les gens à qui on doit parler vous aident. Parce que quelque part, ils vous attendent. C'est comme les gens qui me donnent des commandes. C'est eux qui viennent me chercher. C'est magnifique. Quand on n'ose pas, de voir qu'il y a des gens qui viennent vous chercher. C'est formidable. Est-ce qu'on a une autre question dans l'Assemblée, peut-être? Ah, là-bas. On dit souvent que les écrivains sont des grands lecteurs, donc je suppose que c'est aussi votre cas. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous aviez déjà réfléchi au fait qu'une œuvre, une lecture pourrait vous avoir influencé ou a une importance pour vous? Oui, c'est une très bonne question parce que je pense que comme j'ai publié mon premier livre à 41 ans, c'est quelque chose qui a été dit, c'est que ma voix, elle était là. Elle était tout de suite placée. C'était la voix, mais c'était la voix de Caroline Lamarche. C'était pas du sous Duras, c'était pas du sous Thomas Bernhard. Je cite ces auteurs à dessein. Ce sont des auteurs litaniques, ce sont des auteurs lancinants, c'est des auteurs qui vous vampirisent et qui sont fascinants. Mais quelque part, quand on a longtemps attendu pour publier, quelque part on se fabrique une voix, on mûrit et on est moins vulnérable. Quand on arrive, on a déjà un ton, une existence. Le mot de voix est assez beau, je trouve. Mais par ailleurs, je dois m'entourer de livres tout le temps. Et les bons livres me donnent envie d'écrire. J'ai entendu des écrivains qui disaient que les livres exceptionnels les intimidaient. Moi, c'est le contraire. Quand je lis un grand livre, un beau livre, c'est comme de l'essence qu'on met dans une voiture. Je me dis, il faut que j'écrive. Et si je suis sans jus, si je suis asséchée, si rien ne vient, et je ne me force pas à écrire, hein, il y a assez de choses à faire, mais si vraiment je suis à sec, eh ben, je dois m'interroger. Je me dis, depuis quand n'as-tu pas vraiment pris du temps pour lire profondément, de manière suivie? Virginia Woolf, elle écrivait, mettons, le matin, et elle lisait tout l'après-midi. Sa vie était partagée en deux. Et moi, je pense que c'est la proportion de... Évidemment, j'ai bien d'autres choses à faire, mais c'est la proportion. Je lis autant que j'écris, même je pense que je passe plus d'heures à lire, ça certainement, et que les ateliers de lecture que j'anime m'ont appris à lire en profondeur, parce qu'un livre qu'on a aimé, on le lit une fois. Un livre dont on parle en atelier, on le lit une deuxième fois, parfois une troisième fois, et on tente d'apprendre des choses sur son auteur. On lit d'autres livres du même auteur. Et de même que les chroniques que je donne, par exemple, une fois par mois au Vif l'Express, ça c'est vraiment un très très beau cadeau que m'a fait Isaline Parisi. Quand elle travaillait au Vif, elle m'a proposé ça. Et je me rends compte que ça m'oblige, pour des livres qui sont vraiment des coups de cœur,
à aller plus loin. Je me dis, bon, c'est très bien, j'ai un coup de cœur, j'aime ce livre, je vais le recommander à mes amis, je vais l'offrir. Mais devoir écrire une page, vous qui êtes critique, vous savez ce que c'est, devoir écrire une page ou parler en peu de temps d'un livre, ça oblige vraiment d'entrer dans la matière du livre. Et ça, c'est passionnant. Donc, voilà, oui, j'aime de plus en plus lire. Je pense qu'il ne faudrait pas mourir. Il ne faut pas mourir parce qu'il y a trop de livres à lire, en fait. D'ailleurs, si je puis me permettre un petit conseil, certains collègues critiques littéraires lisent parfois, je ne citerai pas de nom, 10 livres par semaine. Je ne comprends même pas comment c'est humainement possible parce que je pense que c'est votre cas aussi, Caroline. On est tellement violemment parfois traversé par des émotions. Parfois, il y a un choc chimique en fait entre un livre et vous. Moi, je ne peux pas subir ça 10 fois par semaine. 2, 3, c'est déjà beaucoup. En général, mais je suis souvent en galère pour mes critiques littéraires parce que je suis toujours à la bourre. En général, je lis une partie de la nuit, la veille, de devoir rendre une chronique ou quoi, parce que ça nous transporte tellement, ces moments de lecture. On est en pleine évasion cérébrale, d'âme aussi, parfois, sentimentale, bref, sur tous les plans. Et il faut transmettre. Et il faut transmettre. Et c'est le problème que j'ai eu quand même hier soir. J'ai lu Nous sommes à la lisière. Et je me suis retrouvée sur mon canapé et je me suis dit comment je vais faire demain. Parce que je me suis pris de telle claque littéraire. Je vous l'ai dit en privé que je me suis dit oulala. Bon, c'est intimidant parfois, un peu comme quand on lit d'autres auteurs et qu'on se dit comment on va créer après ça. Vous avez dit tout à l'heure, avant notre conversation de maintenant, quelque chose que j'ai trouvé beau, c'est que c'est vrai que ce livre, il y a des moments durs, il y a des moments violents, et dans tous mes livres, il y a des moments durs. La vie n'est pas toujours un cadeau. Mais vous avez dit qu'il y avait beaucoup de lumière, il y avait de la lumière, il y avait quelque chose. Et c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est-à-dire, c'est comme si... même dans une situation désespérée, il y a toujours une raison d'avoir un brin d'humour, un brin d'ironie, et surtout de croire en l'énergie des humains et des bêtes. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, je dois peut-être ça à mes parents, mais qu'il y a toujours une porte de sortie quelque part. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé très encourageant et très positif, parce que vous le savez, on vit dans un monde où on est constamment... face à la négativité de tout. On vit autour de goudron, on a des mauvaises nouvelles chaque jour, les statistiques, en plus avec cette crise sanitaire, voilà, on est afflué en permanence de choses négatives. Et parfois, les auteurs en rajoutent une couche avec des livres qui nous fracassent la tête comme ça. Et on ferme le livre, on se dit, bon, ok, on est vraiment foutu, c'est la fin du monde, on va se suicider demain, ça ne sert plus à rien. Et en fait, Nous sommes à la lisière. Ce titre, moi, résonne encore dans ma tête. Toute la journée, j'ai eu ce titre-là en tête parce que je me suis dit, ça veut dire simplement ne reculons surtout plus. On est arrivé à un stade, en effet, où c'est critique. Mais il y a tellement de beauté encore à sauver. Il y a tellement le chantier de cette relation-là avec d'autres espèces, d'autres langages, d'autres facettes de nous-mêmes, en fait, qu'on ne connaît pas encore parce qu'elles appartiennent à d'autres mondes. Ne reculons surtout pas. Et je trouve que c'est très encourageant, très positif. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je pense qu'il y a des étudiants ici qui sont peut-être les élèves du professeur Pierre Chontiès et qui a lancé un site Littérature Green et qui interroge des écrivains précisément qui abordent ces sujets-là. Et c'est vraiment un très très beau site. Il faut aller voir avec des entretiens très fouillés. Et il y a plein de choses. Moi, j'ai eu l'occasion, dans les commandes qu'on m'a faites, il y a cette revue formidable qui s'appelle Wilfrid. Moi, je ne m'intéresse pas à la politique, mais j'ai commencé à m'intéresser à la politique belge, et qui surtout est très bien écrite et tout à fait accessible, mais avec de vraies plumes. Et moi, ils m'ont demandé de faire un entretien très long avec Youna Maret, qui est pour moi la militante pour le climat belge qui a été d'ailleurs plus interrogée en France qu'en Belgique. Parce qu'en Belgique, on avait toujours le tandem Hanouna de Wever et voilà. Greta Thunberg aussi, oui, qui a pris beaucoup de place mais en Belgique, point de vue européen. En Belgique, elles étaient Adélaïde Charlier et Hanouna de Wever qui faisaient une paire magnifique. Et je dirais que Youna Maret qui est venue ici, je pense aussi, en tout cas dont on a parlé ici,
était quelqu'un de plus radical, allant plus nettement vers la décroissance, et elle a été invitée en France, à Paris, par France Inter. Elle a eu comme quoi, parfois. Et cet entretien, c'était comme pour France Culture. On me disait, tu vas nous faire un entretien de 5 pages sur Yona. Non. Comment non? Mais j'ai jamais fait ça, je ne suis pas journaliste. Et puis quand je me suis dit, mais cette fille, elle est tellement formidable. Et ben, on a passé 1 heure ensemble, ça fait 5 pages. Et j'oublierai jamais. Et ce sont des personnalités qui sont absolument conscientes de la gravité du moment, mais qui sont dans une espèce de rayonnement et de force. Je ne vais même pas dire de positivité, parce qu'ils sont simplement lucides. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Simplement, je crois que les médias ont une responsabilité là-dedans. On n'en parle pas assez. On nous lobotomise avec des choses qui vont mal. Et il y a quand même, moi qui milite depuis plus de 30 ans, je côtoie que des gens qui se battent. Et ça, il faut entrer dans ces milieux-là pour... c'est comme la résistance pendant la guerre. La guerre, c'est une horreur, mais si vous êtes dans la résistance, on ne sait pas si on va gagner, mais en attendant, on vit mieux en résistant et en étant avec des gens comme ça. Si jamais il y a des journalistes en herbe dans l'Assemblée, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre prix, parce qu'un prix, c'est toujours quelque chose de très positif, surtout pour le cas de la Nouvelle. Et je voulais en fait revenir sur ce cas particulier de la Nouvelle francophone, parce que c'est vrai que historiquement parlant, la Nouvelle en France est arrivée bien plus tard. Et je trouve ça dramatique que ce genre soit si peu reconnu, surtout que dans cette période où la technologie influence et est appréciée de plus en plus par les jeunes, souvent c'est ce format court qui va ouvrir cette nouvelle génération à la littérature, et surtout au niveau scolaire. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment dramatique que ce ne soit pas reconnu, parce que c'est un rôle très très important pour ouvrir justement aux nouvelles générations Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je peux vous donner deux exemples d'écrivaines ou d'autrices qu'on aime beaucoup ici. Enfin, il y a, dont j'ai parlé hier à Liège, Chimamanda Ngozi Adichie, avec son fameux roman Americana, qui est né de son blog, en fait. Son blog, le blog qu'elle signait Ifemelu, c'est le personnage de son roman. Et son livre est né vraiment de ce blog qui a eu tellement de succès qu'elle a gagné beaucoup d'argent avec ça, etc. Et que surtout, elle était suivie par le monde entier. Et aussi, Renaud Lode, comment elle s'appelle ? Oui, voilà. Qui, elle aussi, son livre dont on a parlé ici à Passaporta, est né au départ d'un blog. Et donc, je pense que la forme brève, que tous les gens qui tiennent un blog, ce dont je suis incapable, moi, rien que pour écrire une chronique d'une page pour le Vif, l'Express, je prends beaucoup de temps, je peaufine la moindre virgule, etc. Mais je pense que c'est un exercice formidable, parce que quelque part, il faut aller vite, et il faut communiquer, il faut aller vite, il faut se lâcher. Et donc, on n'est plus dans la sacralisation de la littérature du grand auteur. Cette espèce de mythe du grand écrivain, c'est fini. Et moi, je m'en réjouis, parce que moi, quand j'ai commencé, il était encore bien là. Et voilà, en effet, la nouvelle peut être... Même la nouvelle brève, regardez Michaud. Michaud, c'est des textes tout courts. Je me souviens d'un éditeur chez Gallimard qui me disait « Vous excellez dans la forme brève, comme Henri Michaud, mais faites-nous un roman de 300 pages pour les prix. » Eh bien, pendant 1 an, je n'ai pas écrit. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Non, il faut laisser les gens, et même si on est moins connu, c'est pas grave, il faut laisser les gens dans ce qu'ils savent faire, dans ce qu'ils aiment faire, là où ils ont du plaisir. Et visiblement, dans mon cas, j'ai mis beaucoup d'années à m'en apercevoir, mais c'est la nouvelle qui me fait du plaisir, et c'est la nouvelle qui marche, qui m'apporte des récompenses. Donc voilà, soyons beaucoup à défendre la nouvelle. Non, écoutez, je pense qu'on va vous remercier tout simplement d'avoir été là, d'avoir soutenu. Avec plaisir, merci à vous Caroline pour cette magnifique œuvre que je vous prêterai bien
pourra se le filer puisqu'on va se revoir. Il va sortir en folio, c'est ça. Il va sortir en janvier en folio, donc vous aurez l'occasion de le lire. C'est une très belle œuvre. Merci de nous l'avoir livré, Caroline. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Merci et merci vous. à Passaporta aussi, évidemment, d'avoir servi de refuge à la littérature ce soir. Merci.